Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle, la dernière de 2015. Les mots me manquent pour la présenter. Disons coach, conférencière, formatrice, auteur et on pourrait en mettre encore plus. Alors, mesdames et messieurs, avec joie et avec un immense bonheur, je vous présente mon invitée, Madame Karine Drouin. Karine, bonsoir. Bonsoir. C'est tellement gentil d'avoir accepté mon invitation. Puis j'ai failli vous présenter comme semeuse de bonheur, que j'aurais pu ajouter également. Absolument. Un titre qui vous aurait très bien convenu, j'en suis persuadé. Karine, merci d'avoir accepté cette invitation-là, parce que je sais que vous vous promenez de salon du livre en salon du livre. Vous arrivez de Montréal, du gros salon du livre à Montréal. Je vous suis et je ne suis pas le seul à vous suivre sur Facebook. Vous avez énormément d'amis, puis tant mieux. Puis, je vous suis sur Facebook, puis c'est peut-être drôle à dire, mais vous marquez, vous avez d'immenses, de belles pensées sur Facebook. On dirait que le matin, là, si les gens vont voir là, sur Facebook, là, Karine Drouin, il y a toujours une pensée qui va accrocher une personne tout le temps. C'est voulu. C'est voulu, effectivement, parce que je pense que ça peut faire la différence dans la vie des gens. Oui. Puis c'est pas quelque chose qui prend non plus énormément de temps à faire, mais je pense que la différence, elle est immense. Donc, c'est pour ça que c'est là. C'est pour que les gens en profitent. Et moi, je dis même pas un devoir, je me fais un plaisir chaque matin d'aller sur Facebook pour aller voir ce que vous marquez. Puis, je dirais peut-être 8 ou 9 sur 10, je me dis, hop, tiens. Voilà, ça m'appartient. Voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup de penser aux gens. C'est un plaisir. Karine, pourquoi écrire un livre sur le burn-out et puis, qu'est-ce qu'un burn-out? D'abord, on va juste montrer ici, parce que Karine a écrit un superbe livre. Et quand on va présenter ce livre-là, Karine, c'est vraiment un burn-out en cadeau. Puis, je vais avertir les gens. D'abord, beaucoup de personnes l'ont lu, là. À venir à date, énormément de personnes. Puis, je dois vous dire que oui, on peut recevoir un burn-out en cadeau et vous en êtes la preuve. J'en suis la preuve. La preuve vivante. Oui. Puis, c'est peut-être, comme je disais tantôt, drôle à dire, mais il me semble que les gens se disent tout le temps « Ah, je me sens que je m'en viens en burn-out, ça n'a pas d'allure. Oui. » Et c'est très souvent un cadeau. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Pour plusieurs raisons. En fait, la première, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés autour du sujet du burn-out. Souvent, quand on en parle, les gens nous regardent d'un drôle d'air, les gens nous font des gros yeux. J'entends encore des personnes me dire j'ai un ami en burn-out ou j'ai quelqu'un dans ma famille en burn-out, il est allé prendre des vacances. C'est des choses que j'entends encore. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était important de faire la lumière sur le sujet et de démontrer aux gens que non, le burn-out, ce n'est pas des vacances. Le burn-out, ça existe pour vrai. Et les gens qui traversent cet épisode-là vivent de réelles difficultés qui sont concrètes. Donc, je trouvais ça important de faire la lumière là-dessus. Puis l'autre volet, c'était pour démontrer aux gens que oui, ça peut être difficile, mais une fois qu'on l'a traversé, on peut beaucoup apprendre sur soi, on peut devenir une meilleure personne et ça peut être un cadeau, en fin de compte. Est-ce que pour vous, Karine Drouin, ça a été un cadeau? Un immense cadeau. Un immense cadeau, pas sur le moment. Non, non, c'est certain que quand c'est arrivé... C'est jamais un cadeau. C'est jamais un cadeau. C'est après. Puis les gens vont le découvrir d'ailleurs dans le livre. Les premières pages, quand je décris comment ça s'est passé, c'était pas un cadeau, c'est pas le bonheur, ça me faisait pas plaisir. Sauf que quand les gens arrivent à la fin du livre, ils découvrent que moi, en fait, ça m'a ouvert les ailes. C'est là où j'ai démarré justement ma page Facebook. C'est là où j'ai commencé à faire du bien aux gens. C'est là où ma mission a pris de l'ampleur parce que j'ai trouvé ce que je voulais réellement dans la vie. J'ai trouvé ma mission de vie, en fait, avec ce fameux burn-out-là. Donc oui, ça peut être un énorme cadeau. Karine,
vous êtes sûrement consciente du bien que vous faites. Moi, je ne vous connaissais pas du tout, il y a à peine 1 mois et demi passé, 2 mois maximum. Karine Drouin, moi, ça me disait rien. J'ai lu quelque chose sur Karine Drouin. J'ai dit, tiens, je vais l'appeler, puis je vais lui demander si elle veut venir faire une entrevue avec moi, présenter son livre, mais pas plus que ça. Et ce n'est pas parce que vous êtes assise près de moi que je dis ça aux gens, mais je ne suis pas en burn-out du tout. Mais lorsqu'on lit le livre « Un burn-out en cadeau », moi, là, j'ai été renversé, je dirais renversé de bonheur. Parce que vous touchez tellement à tout dans ce livre-là. Si je vous demandais à brûle-pourpoint, combien de temps vous avez mis pour écrire un livre comme ça? Beaucoup de temps quand même. Oui. Les gens ne réalisent pas à quel point l'écriture, c'est un processus qui peut être long. Pas dans le sens que c'est pas que c'est difficile, là, mais dans le sens où il y a le temps où on écrit, il y a le temps où on fait de la recherche, il y a le temps où il faut ressentir aussi les mots qu'on va mettre sur papier, il y a le temps où on fait de la correction, il y a le temps où on met tout ça ensemble, on organise les idées. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de temps, là. C'est sûr. Vous y avez été par les clés. Oui. Vous donnez des clés. Okay? C'est sûr qu'on ne pourra pas prendre toutes les clés parce qu'il va falloir qu'on fasse 3 heures. C'est beaucoup de matériel. Exactement. Il va falloir qu'on fasse 3 heures d'émission. Mais une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que seulement 30% des gens faisant une dépression cherchent de l'aide. C'est vraiment surprenant. Moi, si je vous demandais qu'est-ce qui pousse les gens à aller chercher de l'aide et en même temps, qu'est-ce qui les pousse à ne pas aller chercher d'aide? Parce que les gens, il y en a qui vont aller vous voir, il y en a qui vont aller chercher de l'aide, d'autres qui vont se renfermer encore plus en attendant que ça passe. Oui, par peur du jugement. Par peur de ce que les autres peuvent penser, peur que les gens peuvent penser qu'on est faible, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Les gens me disent, j'ai resté pendant 6 mois, 1 an avec ça parce que j'avais peur de ce que mon entourage allait penser. J'avais peur qu'elle allait me dire que j'étais faible ou que j'étais lâche même. Donc, c'est ce qui pousse les gens à ne pas consulter bien souvent. Puis, ce qui pousse les gens à venir consulter, d'un autre côté, souvent, c'est le lien qu'ils vont avoir avec l'intervenant en question. S'ils découvrent quelqu'un en qui ils ont une très grande confiance, avec qui ils ont un lien d'attachement, ça va être plus facile d'aller vers la personne et de pouvoir un peu s'abandonner. Une question de confiance, beaucoup. Beaucoup, énormément. Parce que c'est notre intérieur qu'on s'en va livrer à quelqu'un. Donc, ça prend un certain lien de confiance. Est-ce qu'il est rare qu'une personne pourrait se sentir aller? D'abord, on se sent aller en burn-out, probablement. Moi, je ne sais pas, là, j'en ai jamais fait, mais on se sent aller en burn-out. Est-ce qu'on peut atteindre le fond du baril avant de dire « Hey, là, je suis plus capable, là, je suis dans le fond du baril, puis il faut que je me sorte de là. Là, j'ai besoin d'aide. » Il y en a qui peuvent aller aussi loin que... il y en a qui s'en vont malheureusement aller jusqu'à la mort. Sauf que avant d'en arriver là, il y a des signaux d'alarme. Il y a des signaux. Mais encore faut-il vouloir les percevoir. C'est là où il y a quand même une marge, parce que souvent les signaux sont là, mais on est beaucoup dans une société aussi de performance et d'accomplissement. Donc les gens vont voir les signaux, parfois on joue à l'autruche, parfois on met la tête dans le sable, parfois on se dit qu'on est capable encore. Je vais le faire encore un peu, une autre semaine, un autre mois. Je vais être capable, ça va s'améliorer éventuellement. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Et éventuellement, c'est le fond du baril. Et là, on se dit, les signaux étaient là aussi. Je les voyais venir depuis longtemps, mais on ne les écoute pas nécessairement. Là, pour les 3 prochaines questions, je vais parler à Karine Drouin qui a eu un burn-out. OK? Parce que je sais que vous en parlez très ouvertement. Très ouvertement. C'est pour ça que je ne me gêne pas du tout de vous poser des questions, absolument pas. Vous avez déjà vécu un burn-out. Comment avez-vous réagi, vous? Bien, c'est sûr que la première réaction, c'est un peu celle de monsieur, madame, tout le monde, parce que derrière Karine, l'intervenante, il y a Karine, l'être humain. Donc, c'est sûr que la première réaction pour moi, c'était
de nier. J'en voulais pas de ce burn-out-là. Ça me tentait pas du tout d'avoir à me battre contre un burn-out. Donc, moi, j'étais dans le bureau du médecin qui voulait me donner un arrêt de travail. Et moi, je lui disais, non, désolé, je suis vraiment pas intéressée. Mais mon médecin me disait, ce n'est pas une question de choix, tu vas devoir t'arrêter. Sauf que moi, j'intervenais auprès de clients et ma priorité, c'était le bien-être de mes clients. Donc, c'est ça, parce que vous aviez une position avant, puis des enfants, oui, un conjoint. oui, Fait que là, vous êtes assise devant tout ça, puis là, vous êtes obligé de vous dire, whoop, Superwoman, là, ça c'est va assez, faire, ça va faire. C'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps, on apprend sur nous. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, ça peut devenir un énorme cadeau. Moi, ça m'a appris à découvrir mes limites. Parce que quand on est des superwomen, ou peu importe, ça peut être chez les hommes aussi, on n'a pas nécessairement de limites. On n'a pas nécessairement de limites. On pense que nous, on n'a pas de limites, sauf que tout être humain a ses limites, puis ça nous permet de les découvrir, nos limites. Maintenant, quand je vois un mini signal d'alarme, quand je sens que je suis un petit peu plus fatiguée une semaine, je me dis, oh, quel genre d'horaire j'ai eu la semaine passée? Est-ce que j'ai trop travaillé? OK, Est-ce que j'ai négligé le là, sommeil? vous prenez le temps de vous asseoir et de dire, whoop, là, Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Chose que vous ne faisiez pas avant. Pas du tout. Pas du tout. Bon, on continue. Fatigué un peu cette semaine, c'est pas grave. Let's go, on continue, ça va passer. J'ai fait 80 heures, je vais en faire 78 la semaine prochaine. C'est pas grave, c'est pas tu sais, grave, puis on c'est regarde pas, là. Puis là, finalement, on se rend compte au bout de 8 mois que ça fait 8 mois qu'on fait 80 heures semaine, qu'on se dit, ça marche pas. Ça marche plus, là, ça marche plus. Ça fonctionne plus. Deux questions dans une. Oui. Quels ont été les signes pour vous, puis avez-vous hésité à consulter? Hésiter à consulter, pas du tout, parce que moi, j'avais justement une confiance inébranlable en mon médecin de famille que j'ai depuis toujours. Donc ça, je n'ai pas hésité à la consulter. Les signes, pour ma part, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Donc, c'était très, très, très intense. Je me sentais épuisée, vidée. Et puis, je dirais qu'au niveau de la concentration, je commençais à m'en ressentir, là. Au niveau de la concentration, elle n'était pas la même du tout, du tout. La patience également, si on devient plus irritable parce qu'on est plus fatigué. Donc, ça s'enchaîne. C'est ça, tout s'enchaîne. Ce n'est pas facile de se mettre à nu en racontant son expérience de vie personnelle. Vous l'avez faite. Ouais. Vous le faites encore dans vos conférences. Oui. Est-ce que c'est encore facile ou c'est encore difficile pour vous de dire « moi, je l'ai faite ». C'est plus difficile maintenant parce que je me dis, je peux tellement aider de gens. Puis, tu sais, sans le savoir, sans connaître nécessairement le nombre, je sais que devant chaque salle que je me présente, je sais qu'il y a toujours des gens qui me réécrivent, soit après, qui m'appellent ou qui viennent me voir après les conférences puis qui me disent « merci de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, voilà. qu'il y a des milliers de personnes qui sont avec ça chez eux, qui y pensent, qui le savent, mais qui n'oseront pas nécessairement sortir de leur coquille. Donc, je me dis non. Maintenant, c'est plus une gêne. C'est pas difficile de le faire parce que je sais à quel point je peux aller aider des gens. Oui, exactement. Puis, les gens vous le disent. Absolument. Ils me le rendent très bien. Ils me le rendent très, très bien. Je reçois des milliers de messages par semaine, de témoignages. Donc... À un certain moment donné, vous en parlez beaucoup aussi dans votre livre, que vous faites mention des fameux tabous. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore beaucoup des tabous sur le burn-out, dépression, appelez-les comme vous voulez? Maladie mentale, santé mentale, dépression, il y en a énormément. Moi, je travaillais en psychiatrie, dans le fond, avant de démarrer ma propre entreprise. Et souvent, quand les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie et que je disais que j'étais intervenante et que je travaillais en psychiatrie, la première réaction des gens, c'était de me regarder avec des gros et grands yeux et me dire « Ouf, tu dois avoir des clients, ça doit être quelque chose. » Et pourtant, non. Mes clients, c'était monsieur, madame, tout le monde. C'était moi, vous, le voisin, nos frères, nos sœurs. C'était des gens tout à fait normaux, mais qui étaient aux prises avec une difficulté. Moi, je les aidais à cheminer dans ça. Vous travaillez auprès en santé mentale? Oui. Karine Drouin travaille en santé mentale. Et à un certain moment donné, sa santé mentale est mise en péril. Est mise en péril. Est-ce qu'il y a un lien?
Ben moi, je vous dirais que souvent, quand on travaille dans ce domaine-là, on a l'âme du sauveur. On veut tellement aider. On est tellement passionné qu'à un moment donné, justement, quand on connaît pas ses limites, c'est beau de vouloir sauver, c'est beau de vouloir aider les gens, mais de le faire à 100 heures semaine, c'est peut-être pas la bonne façon. Donc, c'est pour ça où ça devient un cadeau. On apprend sur nos limites, on apprend sur ce qu'on veut, puis je me suis rendu compte que de vouloir aider à 80 heures semaine, après ça, j'étais en arrêt de travail, puis je pouvais plus continuer à aider. Donc, c'est pas plus productif, en fin de compte. Là, vous venez de dire un mot. On ne connaît pas ses limites. Mm-hmm. C'est vrai. C'est vrai. Absolument vrai. Puis on connaît pas ce qu'on aime, on connaît pas ce qu'on veut pas. C'est plein de choses qu'on prend le temps quand on est en arrêt, quand on vit un burn-out, de se questionner, de se regarder le nombril et de dire qu'est-ce que je veux. Dans ce livre-là, Karine, vous avez 21 clés pour survivre à un burn-out ou le prévenir. Oui, parce qu'il ne s'adresse pas nécessairement aux gens qui ont vécu le burn-out. Voilà, là. Exactement. Puis moi, là, j'ai adoré ce livre-là, puis je le recommande à tout le monde. Pas le recommander au cas où je pourrais peut-être faire un burn-out. Il se lit tellement facilement, puis qu'on le veuille ou non, à l'intérieur de ce livre-là, je pense que chaque personne va reconnaître une autre personne. C'est certain. Puis on va tous se reconnaître au moins dans quelques clés. Tout le monde. Dans plusieurs Tout le clés, je monde. pense, parce que moi, je me suis reconnu, en tout cas, dans plusieurs clés. C'est vrai, Karine, qu'on ne pourra pas passer les 21 clés. Comme je disais tantôt, il va falloir qu'on fasse 3 heures d'émission. Mais on va aller avec la première clé, si vous me permettez, mise à nu. Oui, C'est important. oui. C'est important d'être capable d'assumer ce qu'on vit parce que c'est la première étape. Si on passe notre temps, en fin de compte, à pas vouloir dire ou à pas vouloir ou à cacher, on va jamais assumer pleinement que ça nous est arrivé. C'est la première étape pour la suite des choses, en fin de compte. Okay. D'être capable de le dire, je le vis, puis d'être capable de comprendre aussi pourquoi. Pourquoi on s'est rendu là. Parce qu'il y a des choses, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on a eues qui a fait en sorte qu'on s'est ramassé là. Moi, je me suis rendu compte que je travaillais trop. Souvent, dans ce que je faisais, c'est que je donnais mon 150% quand peut-être 100% ça aurait été correct. Ou 90 même. Et qu'on le veuille ou non, la vie familiale n'est plus la même à un certain moment donné. Là. Pas du tout. Là, vous, entre parenthèses, vous ambitionnez. Ce sont votre conjoint, vos enfants, votre famille, votre belle famille. Puis là, on peut en mettre. On peut en mettre amis. Les puis là, amis, on la s'en vie va, la vie sociale. sociale. Tout s'enchaîne là, à ce moment-là. C'est là que ça devient, entre parenthèses, un gros problème. Mm-hmm. C'est ça. Mais avant d'en arriver là, c'est justement, là, c'est là qu'il faut s'asseoir et dire, oups, palais, je pense que 80 heures semaine, c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. À un certain moment donné, vous parlez de déception de vous-même. Mm-hmm. Vous êtes déçu? Oui, parce qu'à un moment donné, quand j'ai été face au médecin, puis que finalement, elle me disait, il faut absolument que tu arrêtes de travailler, moi, avec la petite goutte d'énergie qui me restait, je me suis obstinée avec elle de dire non, je reste au travail, mes clients ont besoin de moi. Mais le soir, avant de m'endormir, quand je repassais tout ça dans ma tête, c'est la déception face à moi-même parce qu'en fin de compte, je le savais qu'elle avait raison, je le savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, mais par peut-être fierté ou je ne sais trop, ou peut-être quelque chose comme ça, je persistais à dire non, je vais continuer, alors que je le sentais très bien dans toutes les fibres de mon corps qu'il fallait pas Ça que je marchait continue, plus, là, que c'est ça ça. fonctionnait plus. Là. Donc, je le dis dans le livre, étant donné que ma tête puis mon cœur voulaient pas s'y résoudre, ben quelques jours plus tard, 2-3 jours plus tard, c'est mon corps qui m'a complètement abandonnée puis il a fait « OK, c'est fini, moi j'avance plus, je me lève plus du lit, ça fonctionne plus. Ce matin, tu restes à la maison. » Ça n'a pas été facile. Non. Ça n'a pas été facile parce que là, vous mettiez de côté votre bureau, Oui, mes clients. vos clients pour vous dire, maintenant, moi, je tourne ça à l'envers, puis là, c'est moi C'est moi. qui a besoin d'aide. C'est moi le centre de l'univers, là. Moi, là, je ne peux plus aider les autres. Il faut que je m'aide à moi, puis il faut que les autres m'aident. Absolument. Le contraste est frappant. C'est quelque chose. C'est quelque chose parce qu'on est habitué de toujours faire l'inverse. Une maman va s'occuper des enfants,
On est l'ami, on est à l'écoute de nos amis. Souvent, parce qu'on est étudié dans ce domaine-là, ben la famille, les gens autour, aussitôt qui ont besoin de quelque chose, ben ils vont se tourner vers nous. On a nos clients qui dépendent aussi de nous. Donc, on n'est pas nécessairement habitués, nous, à aller chercher de l'aide et à obtenir de l'aide. C'est nous, habituellement, l'aidant. Donc, c'est Ouais, quelque exactement. chose. C'est ça que je dis. On tourne ça à l'envers, là, Oui, à ce moment-là. oui, J'ai besoin d'aide. J'aidais, mais là, il me faut être aidé. mhm. Ce n'est plus la même chose. C'est quelque chose C'est quand quelque même. chose. Oui. Karine, le bonheur. J'aimerais ça qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes resplendissante de bonheur. Je suis en forme comme jamais. Bravo. Merci. Le bonheur. Est-ce que le bonheur, est-ce qu'il est compliqué, le bonheur? Il n'est pas compliqué, en fait, c'est souvent nous qui se le compliquons. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'aller le chercher dans toutes sortes de choses. On essaie d'aller le chercher à l'extérieur de soi, tandis que le bonheur, c'est vraiment en nous que ça se passe. C'est vraiment un choix qu'on peut faire quotidiennement, qu'on peut renouveler chaque matin. Quand on se lève, on peut aller le chercher, le bonheur. On peut décider de vivre notre journée dans le bonheur. Ah, ça, c'est bien dit. Mais ça. souvent, on peut va décider. placer notre bonheur dans des choses externes. Puis là, si ça se passe pas comme on avait prévu, on va dire, bon, là, ma journée s'est pas bien passée. Parce que le bonheur n'est pas le même d'un individu à l'autre. Non. Il y en a qui vont se lever le matin, juste le fait de se verser un bon café puis de s'asseoir, ce sera Ils ont le pour eux bonheur autres, facile. Ils ont le bonheur facile. Pour d'autres personnes, ça va être d'essayer de trouver une manière d'aider durant la journée. Il y a toutes sortes de bonheur. Il y a toutes sortes de bonheur. Moi, on peut dire, Karine, que le bonheur, il est vraiment à la portée de tous. Il s'agit d'aller le chercher. Absolument. Il est à la portée de tous. Il faut vraiment travailler notre perception, par contre, parce qu'il y a des gens que pour eux, être heureux, ça va signifier, par exemple, être très, très riche, voyager chaque semaine et pouvoir ne jamais travailler, ou on s'entend qu'à ce moment-là, ça se peut qu'ils soient un peu moins heureux si leur conception du bonheur, c'est ça. Tandis que si notre conception du bonheur, c'est tout simplement se réveiller le matin, parce que moi, je me dis toujours, « Ah, vois-tu, j'ai une journée de plus aujourd'hui pour faire la différence dans la journée des gens. » Parce que j'aurais pu ne pas me réveiller. J'aurais pu ne Ou pas me j'aurais réveiller. pu me réveiller handicapé. C'est des choses Exactement. possibles. Exactement. Il y a des gens qui ne se réveillent pas, là. Ça arrive, Voilà, là. Il y a des gens exactement. qui n'ont pas le privilège de. Donc, moi, tout simplement, juste le fait de me réveiller le matin ou d'entendre le rire, par exemple, de vos enfants ou de voir que vous êtes en santé, que vous pouvez profiter de vos jambes, c'est ça le bonheur. C'est toutes ces petites choses-là accumulées qui fait que on est heureux. On revient sur vous, Karine, si vous me permettez. Épuisement total et arrêt de travail dans la même phrase. Ce Ça fut frappe. trop pour vous. Quelle réaction avons-nous lorsque l'on entend ceci? Je pense qu'il y a l'effet de surprise, premièrement, parce qu'on se dit à moi, mon Dieu, ça arrive à moi, là. C'est ça. Elle parle vraiment de moi. D'habitude, je l'entends D'habitude, d'une je autre l'entends personne. de mes clients Oui, ou voilà. je lis dans des Oui. dossiers, mais Oui. là, elle s'adresse à moi. Donc, c'est sûr qu'il y a l'effet de surprise. Puis par la suite, c'est évident qu'il y a l'effondrement aussi, là, parce que on se sent déjà pas très fort, ça va déjà pas très bien, puis là, on sait que il y a un mot qui est placé sur ce qu'on vit, donc c'est sûr qu'il y a l'effondrement. Puis les premiers jours, c'est du repos, hein. Il y a rien de plus à faire que de se reposer et d'essayer de comprendre pourquoi on s'est rendu là. Jamais vous n'auriez cru un jour que votre corps vous abandonnerait. Vous avez écrit ça dans votre livre. Ouais. Là, le choc a été brutal. Oui, oui. On s'attend pas à ça, hein. Tu sais, notre corps, on se lève tous les matins puis il fonctionne, là. Donc, le jour où il fonctionne plus, c'est sûr qu'on fait « Wow! Que se passe-t-il? » C'est moi, là. Ouais. C'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est moi. Oui, sauf C'est qu'en ça. même temps, quand on fait la revue, par exemple, de la dernière année qu'on a eue, tu sais, quand on prend le temps de s'asseoir et on se dit « Ah, OK, peut-être que mon 80 heures semaine fois, exemple, 52 semaines, peut-être que c'est à matin qui me rentre dans le corps. » C'est Ça se peut. c'est là qu'on frappe. Oui. La deuxième clé, moi, là, je trouve ça tellement passionnant parce que vous touchez à tout, tout. C'est ça. C'est ça, moi, puis qui va passionner les gens aussi, j'en suis persuadé. Parlez-nous de l'ère du « il faut ». Oui, l'heure du « il faut ». Ça, on entend ça souvent, mais il faut, il faudrait que. Oui.
On entend souvent ça, c'est souvent dans le discours des gens. Puis moi, pourquoi j'ai appelé ça l'ère du il faut, c'est parce que je voyais, puis moi y compris, là, je fais pas exception à ça, mais je voyais les gens autour de moi s'affoler. Il faut être beau, il faut être belle, il faut être performant au travail, il faut être une bonne épouse, il faut être une bonne mère, il faut avoir des résultats époustouflants partout, il faut être en forme, il faut bien manger. À un moment donné, c'est là aussi où il y a un terrain glissant, c'est là où il y a un danger de tomber dans ce piège-là du il faut et de se rendre jusqu'à l'épuisement parce que, premièrement, c'est toutes des obligations. Oui. Et ensuite, ça en fait beaucoup pour une seule personne. Nous n'exigeons de nous, bien souvent, rien de moins que la perfection. Oui. Ça, là, quand on est rendu là, il faut performer. On n'a pas le choix. C'est peut-être le mot perfection. Perfection. Est peut-être trop important à ce moment-là. Puis souvent, on s'imagine, en fait, que les autres veulent la perfection. Mais c'est pas nécessairement vrai. La plupart du temps, ça part de nous. Nous, on veut la perfection. Nous, on s'exige la perfection. Et là, on trouve ça de plus en plus difficile. Offrir la perfection pendant une journée, ça va, mais offrir la perfection 365 jours par année, c'est là où ça cloche. Parce que les personnes que vous receviez à votre bureau, je suis persuadé que à peu près personne ne vous a dit, moi, je viens ici pour essayer d'avoir la perfection. Non, personne ne m'a jamais dit ça. Vous, par exemple, vous vouliez être parfaite face à cette personne-là. Je me disais, écoute, elle mérite le meilleur. Là, cette personne-là vient me voir, elle me fait confiance. Il faut que je l'aide au meilleur de ma connaissance et tout ça. Mais pourtant, la personne, elle se sentait déjà entre bonnes mains. Elle avait déjà confiance en moi. Donc, souvent, ça part vraiment de nous autres, ce souci de perfection-là. Et non, c'est pas demandé par l'autre. La troisième clé, vous parlez du baromètre du bonheur. Alors, il faudrait le consulter très souvent, quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Quand ça va bien, surtout. Ça, on l'oublie. On l'oublie. Quand ça va bien, on suit la vague, puis on se pose pas de questions. Sauf que c'est peut-être à ce moment-là qu'on devrait prendre le temps, justement, de faire des bilans parce qu'on a l'esprit clair, parce que tout va bien à ce moment-là. Quand ça va moins bien, c'est là où on prend le temps de faire des bilans, mais on est déjà perturbé, donc ça va moins bien pour faire des bilans. Karine, une dernière question déjà. Le temps passe tellement vite en bonne compagnie, ça passe tellement vite. C'est vrai. Suite à un arrêt de travail, ne pas recommencer le travail brusquement, de brûler sa cape de superwoman. Oui. Ça, c'est important. C'est un piège, en fait. Les gens vont vouloir recommencer hyper rapidement parce qu'ils se sentent coupables d'avoir arrêté de travailler. D'avoir délaissé. Oui. Sauf qu'en y retournant hyper rapidement puis en n'ayant pas nécessairement résolu le burn-out, on tombe dans le piège d'y retourner à nouveau. Puis ça, je pense pas que c'est ce que les gens veulent. Je ne crois pas. Karine, merci infiniment. Puis moi, là, à la fin là, de l'émission de même, là, je ne vous appelle même plus Karine Drouin, je vous appelle Karine Soleil, je crois. Oui, c'est bon. Parce que vraiment, avec ce livre-là, vous mettez du soleil dans la vie de chaque personne qui va le lire. Et on le conseille à tout le monde ici. Un burn-out en cadeau. Oui, on peut se faire un cadeau. Oui, absolument. Et vous, le cadeau que vous nous avez fait, c'est d'avoir écrit ce livre-là. Oui. D'autres livres, j'espère, vont suivre, Karine. C'est en cours de route. Parce que vous faites un bien immense à tout le monde. Merci beaucoup. Puis une promesse que je vous fais, on a passé juste à peu près 10% des questions que j'avais. En 2016, on se revoit pour continuer cette entrevue-là pour justement donner d'autres clés aux personnes qui en ont besoin. Alors, Parfait. on se revoit en 2016. On se dit en 2016. En 2016. Alors, merci beaucoup, Karine. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, dernière émission de la saison. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Soyez prudents et on se revoit en janvier 2016. Au revoir.